Imola, circuit Enzo et Dino Ferrari, 25 avril 1982. Suite au boycott par la FOCA du Grand Prix de Saint-Marin, seules 14 voitures des 7 écuries légalistes sont sur les grilles de départ. C'est le premier départ en Formule 1 du pilote italien Riccardo Paletti, tout juste arrivé avec la petite écurie italienne Osella. Les favoris de la course sont les Renault Turbo d'Alain Prost et René Arnoux, qui partent en première ligne, avec Prost devant Arnoux. Les seuls concurrents qu'ils ont, en l'absence des Williams, Brabham et McLaren, sont les Ferrari de Gilles Villeneuve et Didier Pironi, les seuls autres moteurs turbo de la grille. Malgré la grille clairsemée, les tifosi sont venus en masse voir leur voiture écarlate, tandis que la pression de faire d'un événement frappé de scandale un succès financier et sportif se fait sentir dans les tribunes comme dans le paddock. Peu de temps après le début de la course, la Renault d'Alain Prost décide de partir en fumée, laissant son coéquipier en tête de la course. Le reste de la grille est vraiment trop loin pour participer à la course, donc le public est focalisé sur les moteurs turbo qui se battent tout en haut du classement. Avec l'absence des écuries britanniques à l'exception de Tyrrell, Renault et Ferrari savent qu'il faut en profiter pour marquer quelques points au classement, sachant déjà que le Grand Prix comptera au classement du championnat du monde de Formule 1, de par son autorisation par la FISA. C'est d'autant plus important pour Prost, leader du championnat du monde pilote, mais le manque de fiabilité signature des voitures jaunes a encore frappé. Et malheureusement pour Renault, leur seconde voiture ne tarde elle non plus pas à rendre l'âme, laissant Arnoux lui aussi sur le carreau et alourdissant le bilan négatif, et ce alors qu'une opportunité unique était à quelques mètres d'eux à peine. Il ne reste donc que les deux Ferrari en piste pour la victoire, et elles font le show pour le public, malgré un panneau tendu vers elles dans leur propre garage. Elles se passent et se dépassent, échangeant régulièrement leur place. Au dernier tour, au dernier virage possible, Didier Pironi double son coéquipier et remporte la course. Le podium est vite complété par la Tyrrell de Michele Alboreto, tout fraîchement arrivé en 81 en Formule 1 et qui monte sur son premier podium à l'occasion. L'ambiance est étrange sur la scène, avec un Gilles Villeneuve mécontent, furieux même, forcé d'être sur le podium par un de ses sponsors italiens alors qu'il n'a qu'une seule envie, et c'est se barrer, traitant son coéquipier de con et l'accusant d'avoir fait un dépassement dangereux. Il ne se présentera d'ailleurs pas à la parade des pilotes suivant la course, et ce alors que le coéquipier en question est en train de très joyeusement ouvrir une bouteille de champagne sur scène. Et voilà, l'histoire du Grand Prix de Saint-Marin 1982. Un doublé Ferrari, l'ordre peut-être un peu surprenant, avec un heureux, un malheureux, et Michele Alboreto qui est un peu là pour vibrer. Quoi, j'ai manqué quelque chose? Quelle trahison! Je ne vais pas vous faire le film qu'on nous fait habituellement sur le Grand Prix de Saint-Marin 82. Si vous regardez un certain documentaire de 2022 produit par Sky Sports, ou que vous lisez la majorité des sources qui en parlent, vous savez ce qu'on dit habituellement. Deux pilotes attendant de figer les positions et la Pironi qui décide de poignarder par derrière son coéquipier Gilles pour lui voler sa victoire. Comme vous pouvez le sentir à ma voix, et mon ton, et la façon dont j'en parle d'ailleurs, je n'ai pas spécialement envie de prendre cette version au sérieux, parce que de toute façon, vous n'avez pas besoin que je le fasse. La majorité des sources vous donnent cette version et je ne suis pas là pour ça. Je n'ai pas besoin ni l'envie de transmettre des mythes vieux de 40 ans, bien plus faciles à démonter que les gens ne le pensent. Par contre, ce que je meurs envie de faire, c'est de tenter d'abattre les arguments complètement baisés que l'on vous sert un peu trop souvent. Et oui, je suis biaisé, mais vous savez quoi? L'intégralité des gens qui balancent l'histoire de la trahison aussi le sont. Toutes les sources sont biaisées, et moi aussi. Et maintenant que j'ai déjà râlé et mal résumé la version habituelle de l'histoire, on peut enfin passer à ce que cette vidéo est censée faire, dire que c'est très con et pourquoi j'en ai marre. C'était une trahison! Je vais descendre de mon piédestal de sceptique 30 secondes et envisager plus sérieusement pourquoi on parle de trahison maintenant, alors qu'à l'époque on parlait plutôt d'un divorce. Oui vraiment, c'est pas que les Italiens, regardez Auto-Hebdo aussi on parle comme ça. C'est assez simple en vrai, et c'est parce que Gilles Villeneuve lui-même en parle un peu ainsi, disant que l'autre con, ces mots pas les miens, pour une fois, a désobéi aux ordres et a trahi sa confiance, lui qui était son ami et il ne lui reparlera plus jamais. Bon, quand vous lisez, entendez ça, en effet, on dirait une trahison. Ou une rupture amoureuse, mais on n'a pas le temps de rentrer dans ma théorie du complot à ce sujet. Gilles a l'air franchement heurté par sa course à Imola, bien plus qu'il ne l'était d'ordinaire après avoir perdu face à un coéquipier. Il n'a d'ailleurs jamais rapporté un truc pareil quand il était coéquipier avec Carlos Reutemann ou Jody Scheckter. Ce récit est aussi rapporté par certains des proches de Gilles, notamment le dit Jody Scheckter, qui a eu l'occasion de parler à son ancien coéquipier entre les Grands Prix de Saint-Marin et de Belgique, et a donc été une des dernières personnes à lui parler avant sa mort le 8 mai 1982. Cela dit, comme il n'était pas à Imola, c'est difficile pour moi de vraiment prendre en compte son avis. Parce que déjà c'est ça, un avis. Il n'a pas non plus l'autre point de vue de l'histoire, qui est essentiel pour espérer se rapprocher de la vérité objective de la situation. Vous savez, chaque conflit a deux côtés.
ou 3 vérités, ça dépend ce que vous lisez comme façon. Cela dit, quand on y pense, c'est pas une drôle de chose à supposer que c'est une trahison pure et dure. C'est juste une course, c'est vraiment pas si grave que ça. Je pourrais m'arrêter là, parce que franchement, on fait quand même tout un plat pour une course. Une. Ce n'est pas non plus comme si elle avait défini le championnat du monde, puisque le champion 1982 n'était même pas à Imola ce jour-là d'ailleurs. Et même en ne sachant pas comment la saison se termine, on est à la 4ème course sur 15 et Ferrari a 0 points après le Grand Prix des États-Unis Ouest. On en reparlera après parce que cette situation est souvent oubliée dans le récit d'Imola 82. Voyez-vous, le souci c'est qu'on met beaucoup d'intention sur ce qui est un dépassement. Au plus grandiose, une décision de gagner une course. On a brodé tout un récit parce qu'un mec en a dépassé un autre et le second mec l'a vachement mal pris. Pour être honnête, l'accusation est presque absurde dans son véritable contexte, parce que ça reste une course automobile, et on ne peut pas demander à un mec mort depuis quasiment 40 ans quelles intentions il avait quand il a fait un dépassement un beau jour de 1982. Sur ce plan, l'argument est vraiment compliqué à aborder, parce qu'en réalité, si Gilles Villeneuve s'est senti trahi, il s'est senti trahi, je vais pas lui retirer ça. Mais je peux tout autant dire que selon Didier Pironi, c'était pas le but, et ça nous avance pas plus en réalité. Si vous l'écoutez, lui, le lendemain de la course, il dit juste qu'il a fait la course et qu'il ne comprend pas la réaction de Gilles, qui, comme je le disais, était en effet très atypique de sa part. Et c'est pour ça que les gens ont autant pris ça au sérieux. Et puis pour trahir quelqu'un, il faut en avoir l'intention, non ? La vraie question est pourquoi on est là encore 40 ans après, alors que certaines personnes vont vous mettre en avant que c'est en fait très bancal comme raisonnement, et pourquoi j'en parle quand même, moi qui n'ai pas l'air de savoir quoi en faire. Eh bien parce que cet argument continue d'exister comme si c'était une certitude, alors qu'en vrai ça peut tout autant être un quiproquo au sujet d'un panneau aux instructions vagues dans une écurie connue pour avoir des problèmes de communication avec ses pilotes et même au sein du garage, déjà à l'époque. Eh bien, et je l'ai mentionné plus tôt, c'est parce que certains témoins de l'époque adorent le répéter, notamment ma némésis absolue, Johan Villeneuve. Ouais, j'ai un problème avec une veuve, je sais, on dirait que c'est mon arc de vilain ou un truc du genre, mais j'ai mes raisons. L'une d'elles est qu'on continue de l'écouter, elle, qui était juste dans le stand Ferrari à Imola, plutôt que d'accorder une quelconque honnêteté à Didier Pironi lui-même, alors qu'il était dans la bagnole, lui pour rappel. On en reparlera après de ce petit souci, mais je vous jure qu'une fois que vous le remarquez, ça devient un peu trop évident. Et oui, je sais qu'une d'eux est encore en vie et pas l'autre, mais vous savez quoi ? Et il y a des documents d'époque à ce sujet, j'en ai même un en ma possession, donc c'est pas une vraie excuse. L'autre souci, et vous allez le voir de plus en plus au cours de cette vidéo, c'est qu'on n'écoute qu'un seul côté des témoins, parce que si vous partez de l'idée que c'est une trahison, ça veut forcément dire que la victime est honnête et le coupable ment. Et donc maintenant, les témoins allant dans son sens à lui sont forcément malhonnêtes. Vous remarquerez qu'on demande souvent leur opinion à Johan Villeneuve, au journaliste britannique Nigel Roebuck, ou à Jody Scheckter, qui n'était même pas là, mais Marco Piccinini, qui était un des membres importants de Ferrari à l'époque et était à Imola, non, parce que pour lui c'est pas une trahison, dans le sens où il n'y avait pas d'ordre d'écurie. C'est ce qu'il disait dans les années 80, et c'est ce qu'il disait encore en 2019. Ah, il était proche de Pironi, donc il peut pas avoir la vraie version de l'histoire. Évidemment, contrairement à Jody Scheckter qui n'était pas là. Ou Nigel Roebuck qui était un ami de Gilles et ne pouvait donc pas être biaisé dans l'autre sens. Ah, ça se ressent pas du tout que j'ai du mépris pour certains acteurs de l'historiographie de la F1, non ? Bref, pour moi, dire que c'était une trahison ne veut rien dire, justement. Mais heureusement pour la team trahison, ils ont d'autres arguments, plus solides, plus concrets, et semblerait-il basés sur des faits et témoignages qui ne soient pas juste Johan Villeneuve me disant que Didier Pironi c'était un con, et qu'elle le savait depuis le début parce que... intuition féminine. Au passage, oui, je vous jure que c'est une vraie citation, ça vient du documentaire de Sky Sports de 2022, intitulé Villeneuve-Pironi Racing's Untold Tragedy, avec lequel j'ai quelques soucis, on va dire. À commencer par le fait qu'ils ont laissé ce passage dedans sans le remettre en question, parce que... bro... Depuis quand ça, c'est un argument recevable ? Non, parce que sinon, la Johan, je peux dire que c'est une connasse par mon intuition transgenre... On va commencer par celui qui a donné l'idée que Pironi avait volontairement trahi la confiance de Villeneuve pour gagner la course, bafouant ainsi amitié et sentiments et autres trucs amoureux du genre. Et il peut se résumer en un seul mot, slow. Mais les positions étaient figées ! Ah, les positions figées. Ok, je l'admets, c'est un vrai argument. Forcément, ça expliquerait au moins pourquoi Villeneuve était particulièrement mécontent après son coéquipier, qui aurait alors désobéi à des ordres alors que la victoire lui était promise. On comprendrait en tout cas un peu mieux pourquoi il avait l'air aussi heurté. Ça aide que les positions étaient bien figées selon certains mécaniciens du garage Ferrari de l'époque, y compris l'ordure qui avait étendu le panneau au pilote, et si je le traite d'ordure, c'est parce qu'il ne se gêne pas pour balancer Pironi sous les roues du bus alors qu'il avait une plus grosse part de responsabilité dans ce merdier que le pilote lui-même, à mon humble avis évidemment.
Dire que le mec a fait un truc criminel avant même d'expliquer quoi que ce soit est légèrement incriminant, si vous voulez savoir ce que j'en pense. Surtout quand derrière il défend bec et ongle que non, il n'y a pas eu d'erreur. Et ça aussi c'est une vraie citation, venue d'un livre sur JV9 publié dans les années 2010, dans des shit if you can't teach it, comme dirait la seule vidéaste Sims que je regarde. Bon, allez, je remets mes vendettas personnels de côté 30 secondes. Vous avez sans doute vu cette photo du panneau slow, écrit à côté des surnoms des 2 pilotes Ferrari. Pour beaucoup, notamment cette chère Johan, c'est un signe sans équivoque que les positions étaient figées. En effet, on voit des positions affichées à côté des surnoms que Ferrari utilisait pour leurs pilotes, à savoir Gilles et Didi, et une instruction en grosses lettres qui semble dire « ralentissez ». Or, quand vous ralentissez, c'est aussi pas mal de ne pas essayer de se battre sur la piste. Bref, c'est plutôt facile de voir pourquoi certaines personnes, y compris Gilles Villeneuve lui-même, comprendraient ça comme conserver la mécanique et donc figer les positions. Sauf que voilà, si c'était si clair que ça, on serait pas en train de se taper dessus. Et plus les années passent, et moins je vois l'autre côté de l'argument. En effet, selon l'autre intéressé de cette affaire, Ferrari ne figeait pas les positions avec slow, mais OK derrière le nom des pilotes et leur place dans la course. Dans un sens, ça serait un peu plus logique, puisque ça se rapproche de comment Renault le faisait, par exemple. Pour être exact, voici l'explication, venue d'une chronique dans le numéro 316 de la revue Auto Hebdo. En fait, je vais vous mettre la section en entier, parce qu'elle est absolument introuvable si vous n'avez pas vous-même sous la main. Je tiens tout de suite à préciser qu'aucune consigne d'écurie n'est venue perturber nos efforts. Chez Ferrari, ce genre de recommandation n'existe pas, sauf cas particulier. Alors, pourquoi ces panneaux que tout le monde a vu interprétés à sa façon ? Les panneaux Ferrari sont très clairs. En haut à gauche la place que l'on occupe, quel que soit le déroulement de la course, et à droite le nom du pilote. Plus haut, le nombre de tours restant à couvrir, en bas les écarts. Par contre, le jour où vous verrez P2 Didi OK, ça sera une consigne de seconde position à respecter absolument. À Imola, au fil des tours et de nos bagarres, les panneaux indiquaient donc P1 et P2 à chacun de nous, suivant le classement du tour précédent. À un certain moment, ils ont précisé slow afin de préserver carburant et pneus. Mais j'étais slow depuis le début et aucune crainte ne m'assaillait. Quelques tours plus tard, j'ai passé Gilles, sans vouloir le sortir, mais bien parce que lui est sorti de sa trajectoire, roulant sur le gravier. Ensuite, quelques petits problèmes de pression au turbo sont venus me contrarier et j'ai cédé sur la ligne droite, ouvrant une large porte à Gilles. Bon, vous n'avez pas fini de la voir cette chronique, croyez-moi, mais pour le moment cet extrait devrait suffire. D'ailleurs, malgré le fait qu'il aurait, selon lui, demandé à figer les positions en faveur de Gilles s'il avait été là, Mauro Forghieri lui-même a dit qu'il n'en voulait à aucun des deux d'avoir leur point de vue, que c'était un stand qui avait raté et que les deux avaient chacun raison à leur façon. Vous savez, Mauro Forghieri, le team principal de Ferrari à l'époque, hein, pas n'importe qui. Vous pouvez retrouver cette information dans un livre publié en bilingue anglais-italien en 2015 sur Gilles, dans la section consacrée à la saison 82. Et je le répète, ici, si on écoute Marco Piccinini, qui était directeur de stratégie à Ferrari à cette époque, il n'y avait pas d'ordre de course, mais aussi pas de hiérarchie précisément définie. Son avis a souvent été mis de côté parce qu'il était proche de Pironi, que j'imagine que Pironi est forcément en tort et un manipulateur ou un truc du genre, mais il a été constant en plus de 40 ans, que ça soit dès 82 quand on lui demandait, ou en 2019 dans l'épisode de Sport Reporter à ce sujet, à ce qu'il paraît de la dispute d'Imola, il a toujours dit qu'il n'y avait pas eu d'ordre. Cela dit, certains membres de l'écurie ont parlé qu'il y avait bien eu des ordres, eux, notamment des mécaniciens. Il semblerait y avoir eu un certain chaos, ce qui n'est pas nouveau pour Ferrari, donc je ne sais pas pourquoi on serait surpris. Le fait qu'il y ait un tel flottement explique sans doute la situation qui a suivi, parce que personne n'a l'air de trop savoir ce qui s'est vraiment passé dans le garage. Et j'ai du mal à croire des opinions comme le mécano qui commence son explication d'Imola que Pironi est incriminé pour avoir dépassé son coéquipier, et la meuf qui a décidé que le pote de son mari puait parce que, je cite, intuition féminine. On va dire qu'ils ne sont pas de très bonne foi, encore pire que moi dans cette vidéo. Et puis d'abord, même si les positions étaient figées, j'ai l'honneur de vous annoncer que si vous regardez bien la course, c'est Villeneuve le premier qui a désobéi aux ordres, puisqu'il a dépassé Pironi alors que le panneau était déjà sorti. Si, je vous jure. Donc maintenant, Gilles, vraiment, pourquoi t'en fais tout un plan, hein ? Enfin, je dois vous citer la meilleure chose qui a jamais été dite au sujet du Grand Prix de Saint-Marin 82 par qui que ce soit, et c'est René Arnoux, dans Rouge Sang en 2019, qui nous disait « Un pilote sait pas ce que ça veut dire, slow, nous, on en demande d'être quick ». Ouais, c'est une vraie citation. Ce mec me fume de rire. Et maintenant, un nouvel argument encore plus bancal que celui-ci. Mais Gilles était le numéro 1 de l'écurie ! C'est un peu drôle d'entendre l'argument de la hiérarchie au sujet de Ferrari en particulier, de toutes les écuries de la planète, parce qu'il y a bien que sous-entendre que cette écurie avait une hiérarchie aussi stricte que l'argument l'entend, mais soit, allons-y.
La vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu numéro 1 et numéro 2 à Ferrari en 82 avant l'arrivée de Patrick Tambay dans l'écurie en cours de saison, dans une situation de remplacement d'un pilote décédé tout de même, ce qui n'a pas grand chose à voir avec la situation fin 1980 qui a conduit à la signature du contrat de son coéquipier, qui lui était donc officiellement numéro 1 à partir du Grand Prix des Pays-Bas. Revenons en septembre 80, tiens, et plus précisément au moment où Guy Ligier a eu la joie d'apprendre que son pilote numéro 2 le lâcherait pour la saison 81. Oui, numéro 2. Contrairement à ce que certains vous diraient, Didier Pironi savait ce qu'était un contrat de pilote bis, puisque c'est ce qu'il avait déjà à Tyrrell à ses débuts, puis à Ligier pour sa 3ème saison. Et il savait le respecter aussi, son contrat. Et devinez quoi? Ni Patrick Depailler, ni Jean-Pierre Jarier, ni Jacques Lafitte ne se sont plaints sur ce plan comme Villeneuve après Imola. Et pourtant, rien que Jacques Lafitte est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, y compris au sujet de ses coéquipiers. Il suffit de voir comment il parle de l'accident de deltaplane de Patrick Depailler à l'été 79, qu'il décrit comme très con dans un documentaire au sujet de la saison diffusée sur Motors TV dans les années 2000. Bref, Imola 82 est bien davantage une exception qu'un cas généralisé. Ne laissez pas certains vous convaincre que Pironi était forcément le mec le plus déloyal de la grille. À vrai dire, ce ne serait même pas le pire de la grille 82 sur ce plan. Dès l'annonce, les journalistes se sont évidemment rués sur Didier pour lui demander les détails. Parmi eux, on retrouve donc Enzo Ferrari lui-même lui a garanti dès mars 80, lors de leur première discussion, qu'il serait traité sur un pied d'égalité avec son coéquipier. C'est ce que Didier lui-même semblait alors chercher avant tout, si ce n'est une écurie avec un vrai budget, parce qu'il s'est définitivement barré de Ligier quand il a compris que son patron ne le traiterait jamais pareil que Jacques Lafitte. J'ai aussi envie d'ajouter, parce que je connais une certaine catégorie de vieux croulants qui glorifient Guy Ligier, que cette écurie n'a pas arrêté de changer de numéro 2 tant que Lafitte y était parce que Ligier le favorisait à ce point. Que ça soit Depailler, Jarier, Tchever ou Tambay, aucun d'eux n'est resté. C'est surtout plus évident avec Depailler qui a volontairement claqué la porte pour aller rejoindre Alfa Romeo pour la saison 80. Tout ça pour dire, Pironi n'était pas une exception à la règle, les contrats de numéro 2 à Ligier étaient désavantageux à ce point. Revenons en 82. Certains me diront peut-être qu'il y a une exception à Imola, vu le contexte d'une course sur les écuries britanniques, où on a demandé aux pilotes de freiner le rythme. Et d'ailleurs, oui, les ordres d'écurie, c'est déjà arrivé à Ferrari, même avant avril 82. Et je suis tout aussi peu d'accord avec l'utilisation de cet argument pour cette situation, mais voyons ça plus en détail. Et Monza 79 avec Jody Scheckter. Nous voici avec un autre argument venant de Gilles lui-même, qui a été répété ad nauseam, sans même essayer de le décrypter. Il pointe en effet que, au Grand Prix d'Italie 1979, il a accepté de ne pas affronter son coéquipier pour la victoire, et il s'attendait à ce que la même chose soit respectée pour Imola 82, puisque les pilotes Ferrari ne sont pas censés s'affronter sur la piste ou un truc du genre. Cet argument est en fait invalide, mais pour ça on va devoir parler un peu plus de Jody Scheckter, de la saison 79 de Ferrari, et de la course qui a suivi d'arguments à Villeneuve. Parce que oui, Gilles a raison sur un plan, et c'est qu'on lui a bel et bien demandé de ne pas affronter son coéquipier au Grand Prix d'Italie 79, soit 3 saisons avant les événements d'Imola. Et il a bel et bien respecté cet argument, laissant son coéquipier tranquille toute la course durant, ce qui a permis à Scheckter de remporter la course, et donc, le titre pilote de la saison. Malheureusement pour Gilles, la situation Imola, un peu moins de 3 ans plus tard, n'a rien à voir. Déjà, il n'y avait aucun titre en jeu, on était littéralement au début de saison, et comme je disais tout à l'heure, Ferrari avait très exactement 0 point au compteur avant que l'écurie n'arrive sur le circuit. Dans la même veine, Jody Scheckter était en avance sur lui au classement fin 79, et Ferrari affrontait alors des écuries de niveau similaire à eux, ce que vous pouvez voir quand vous regardez les résultats de la saison, qui ne sont pas si unilatéralement en faveur de Ferrari que ça. Même Renault a réussi à glaner des victoires sous leur nez comme au Grand Prix de France. La hiérarchie était donc basée sur des chiffres, ce qu'Imola n'a pas, puisque la logique à Monza, c'était de boucler le titre en toute fin de saison, et de ne pas laisser un aléa aux dernières courses après ça, soit les Grands Prix du Canada et des États-Unis, leur enlever cette chance. Comment vous voulez appliquer ça à une situation qui ne pourrait pas en être plus lointaine ? C'était pragmatique et dès le Grand Prix du Canada, toute hiérarchie a été dissoute. C'est même Gilles qui a gagné le Grand Prix des États-Unis. Oh, regardez qui était là aussi sur le podium! Sacrée coïncidence. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai insisté sur la situation du contrat de Pironi en 81. Il a signé chez Ferrari en partie parce qu'on lui a promis qu'il ne serait plus numéro 2 après 3 saisons à n'être que ça dans les écuries. Lui-même dira en 1983, dans un documentaire canadien appelé Formule Villeneuve, que le premier à ne pas le traiter comme un numéro 2 était... Gilles Villeneuve lui-même. Je laisse expliquer pour ça, avec toute l'affection d'un mec qui a évidemment trahi la confiance de son pote pour une victoire en sport auto. Gilles était déjà pilote chez Ferrari quand je suis arrivé, il était un peu plus que pilote chez Ferrari, il était vraiment l'enfant de Ferrari. Et dès le début, il m'a beaucoup aidé à me familiariser avec tous les membres de l'écurie et avec l'organisation de l'écurie, qui est quand même un petit peu différente des autres.
Et il n'y a pas du tout eu ce côté bon, t'arrives là, petit gars, c'est moi le premier pilote, tu feras ce qu'on te dit un petit peu, c'est pas du tout. On a été tout de suite sur un pied d'égalité tous les deux, et la première personne à me mettre sur un pied d'égalité avec Gilles, c'était lui. De plus, l'idée que Gilles Villeneuve serait numéro 1 est purement une seule position basée sur son ancienneté dans l'écurie. C'est en tout cas comment il semblait le voir, puisque son propre fils parlera des décennies plus tard, dans Rouge Sang, que l'ego de Gilles a sans doute été froissé par l'audace de son coéquipier, qui lui n'en avait rien à cirer des histoires à Monza. Didier il était à Tyrrell à l'époque, et était sans doute plus préoccupé par les défaillances mécaniques de sa voiture et son transfert à Ligier pour 80 que par ce qu'il se passait au mur des stands de Ferrari. Gilles s'attendait à ce que Ferrari lui rende le sacrifice qu'il avait fait pour eux en mettant ses ambitions de côté. Mais voilà, le cheval cabré ne remercie pas souvent ses plus fidèles soldats. En somme, je ne sais pas pourquoi on blâme Didier Pironi pour une logique que son écurie n'a jamais réappliquée à Imola et n'aurait eu que peu d'intérêt. S'il y a quelqu'un à blâmer pour ça, c'est Ferrari eux-mêmes, pas leurs employés. Ce n'était pas à lui de repayer une faveur que Gilles a accordée à l'écurie et à un autre coéquipier. On peut aussi appliquer cette logique à un autre argument parce que... ça n'empêche que Gilles allait volontairement doucement, hein. C'est un argument à la fois difficile à prouver mais aussi difficile à désapprouver. C'est un mécanicien qui avance ça, en compagnie évidemment de Johan, mais si on me donne de croire Johan Villeneuve sur parole, je vais demander de la fermer, disant que ça lui semblait évident que Gilles avait ralenti pour obéir aux ordres d'écurie. Selon le pilote lui-même, il a en effet ralenti quand il a vu le panneau, et reproche donc à son coéquipier d'en avoir profité pour le doubler, et donc de ne pas respecter l'ordre lui-même. La logique est ici que lui, il a fait attention à conserver la mécanique et les pneus, comme demandé par le stand, et pas l'autre là, et qu'on lui a ainsi volé sa victoire. De plus, un des mécaniciens aurait avancé que ses temps autour étaient en effet soudainement bien plus bas. La réponse est... peut-être... C'est aussi un peu ce qu'avance Gilles quand il dénonce que son coéquipier n'a pas respecté les instructions de conserver le carburant et pneus, contrairement à lui. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'on peut comprendre sa frustration, mais aussi c'est au mieux une circonstance expliquant sa frustration, parce qu'en soi, c'est pas non plus un drame que Didier Pironi ait pas à son tour ralenti le rythme, surtout quand lui-même dit qu'il l'avait fait. La voiture a rallié la ligne d'arrivée après tout. Mais bon, on va dire qu'on le comprend, et c'est pas cool qu'il ait perdu la victoire parce qu'il a pas interprété un panneau pareil que son pote. Cela dit, ça ne justifie pas la réaction virulente de certains. Si les situations avaient été inversées, que Didier avait ralenti et que Gilles non, on aurait crié au génie et que Gilles c'était un vrai pilote compétitif, parce que sa réputation le précédait et les journalistes auraient préféré que lui il gagne de toute façon. Je sais, c'est pas un vrai argument, c'est davantage un ressenti, mais on y reviendra après. Gardez juste en tête que, normalement, on ne donne pas raison au pilote qui a ralenti, mais à celui qui a gardé ses intérêts en tête. Pire encore, d'habitude, on dirait que celui qui a ralenti était stupide de penser d'abord à l'écurie et pas à lui dans une situation de doublé assuré. Au mieux, on va assumer qu'il a eu un souci mécanique, ce que, ironiquement, ne s'applique pas à Villeneuve, mais à Pironi dans ce cas. Mais comme d'habitude, quand c'est Imola 82, la logique est inversée. C'est bizarre, hein. Et en parlant de ça, cet argument se combine avec un autre, toujours dans une logique de « la victoire elle a été volée parce que... » Mais en qualification on peut encore remercier Gilles pour cet argument, parce que c'est lui qui a cité que son coéquipier avait fait un bien pire temps que lui en qualification, et donc, évidemment, ça veut dire qu'il n'aurait jamais dû gagner la course, et qu'il lui a volé, blablabla, vous commencez à comprendre comment cette vidéo est structurée. Si vous regardez la grille de départ pour le Grand Prix de Saint-Marin 82, vous verrez en effet une certaine différence à la fois en termes de place et en termes de temps pour des voitures pourtant identiques. C'est cette différence que Villeneuve a essayé de mettre en avant en disant que son coéquipier ne pouvait possiblement pas le dépasser à la régulière, et qu'il a donc profité que Gilles le ralentisse pour lui voler sa victoire. Bah oui, c'est clair que c'était lui le meilleur du week-end. C'est plus compliqué que ça, on va dire. Cette fois, l'argument contre vient du seul vrai ouvrage récent de référence sur Didier Pironi, The Champion I Never Was de David Sedgwick. A vrai dire, une grosse partie de cette vidéo est inspirée de ses travaux et de ce qu'il a écrit dans ce livre, en particulier le chapitre Much Ado About Nothing, alias le chapitre sur Imola 82 justement. Rien qu'au titre, qui se traduit quand même par beaucoup de bruit pour rien, vous pouvez juger de l'importance qu'il donne aux événements de cette course, mais il l'explique bien. Mieux que moi d'ailleurs. S'il y a un chapitre à lire de ce livre, je pense sincèrement que c'est celui-là. Je sais que la source fait biaiser et... oui, allez, on va pas se mentir, mais l'auteur sait ce qu'il fait la majorité du temps, et Much Ado About Nothing en particulier a pour simple but de démonter les arguments de mauvaise foi sur le Grand Prix de Saint-Marin 82. Et d'ailleurs, il n'attribue aucune culpabilité à qui que ce soit dans cette situation. Certes, ça fait que son récit du Grand Prix n'en est pas vraiment un, et on peut le lui reprocher dans la logique d'une biographie, mais dans ce cas-là, c'était pas l'objectif. Bref, dans son livre, David Sedgwick fait remarquer que ces temps sont en fait explicables par les événements du samedi.
Les moteurs turbo Ferrari du début 82 étaient en effet particulièrement instables, et un peu comme en 81, Didier avait particulièrement moins de chance que Gilles, puisque son moteur lui a claqué dans les pattes le samedi, et il a donc fait moins de tours en qualification. Moins de tours de qualif, ça veut dire moins de possibilités d'améliorer son temps au tour. La logique s'appliquerait encore aujourd'hui si le format des qualifications n'imposait pas que les pilotes ne fassent que grand maximum 3 tours rapides en Q1, et il s'appliquait définitivement en 82 quand les pilotes avaient le vendredi et le samedi après-midi pour se qualifier. Et perdre une après-midi sur un problème mécanique avait un sérieux impact sur les possibilités d'améliorer un temps de référence. Les problèmes moteurs sont d'ailleurs un thème récurrent, puisque Didier a supposé que son coéquipier avait eu les mêmes soucis que lui pendant la course, alors que Gilles a lui démenti en avoir eu, même quand il accusait son coéquipier d'avoir fait le con. Ouais, rien que ça. L'argument que Pironi ne pouvait donc pas aller aussi vite que Villeneuve, une fois en course, ne peut donc pas tenir juste sur leur performance en qualification les 2 jours d'avant, d'autant plus que la F1 de l'époque avait ce qu'on appelle les warm-up, ou échauffements du dimanche matin, qui permettait encore un peu de tester les réglages en amont de la course. Il se vit d'un changement de réglage à une époque où le parc fermé était beaucoup moins strict pour changer des choses. Remplacer le moteur ou les turbos, et ça y est, le problème est plus ou moins des fois disparu. Et puis attendez, ça contredit pas l'idée que Gilles faisait d'exprès d'aller moins vite pour économiser la mécanique, ce que Didier ne faisait pas? Vous seriez pas en train de me dire que votre récit a des contradictions en plus? Enfin, celle-là est mineure et on va dire qu'il y a une façon de les rendre compatibles. D'autant plus qu'il y a un autre argument que je n'ai pas encore mentionné, et celui-là, il est très connu. Mais l'accord entre les pilotes, il a bien existé un accord entre les 2 pilotes Renault et les 2 pilotes Ferrari, selon à la fois Alain Prost et René Arnoux pour la course. Ils étaient en effet les seuls à avoir une chance de gagner et ont donc décidé d'une sorte de pacte de non-agression, disant que le premier sorti du premier virage avait droit à la tête de course, notamment. Selon ce qu'on en sait, ils avaient décidé de ne pas s'attaquer durant la seconde moitié de la course. C'est du moins ce qu'en dit Alain Prost dans le documentaire de Sky Sports de 2022. Le souci, c'est que cet accord a été plus ou moins neutralisé à partir du moment où les Renault ont toutes les deux abandonné. Et qui plus est relativement tôt dans la course, clairement avant la mi-course qui devait servir de deadline. La situation était alors difficilement comparable à ce qu'ils avaient envisagé. Je vais rajouter que l'accord n'a jamais été mentionné par aucun des 2 pilotes Ferrari, puisque Villeneuve se plaint essentiellement que Pironi n'ait pas respecté le panneau, et Pironi, depuis le début, il a pas grand chose à dire à part que les positions n'étaient pas figées et qu'il n'avait rien à se reprocher. Si Gilles était si dérangé que ça, il aurait sans doute évoqué l'accord, un argument un peu plus simple que ceux qu'il avançait pour expliquer sa colère, comme celui des qualifications qui est un petit peu perché. Mais non, à la place, seul Arnoux et Prost ont mentionné l'accord, et d'ailleurs ils sont toujours restés un peu vagues à son sujet. Mon avis personnel, c'est que je pense que l'accord a vraiment existé, mais comme les ordres d'écurie, c'est trop vague et inconstant pour vraiment s'y fier. Et de toute façon, comme pour les ordres, d'habitude ce genre d'accord est assez mal vu. Alors, une fois de plus, pourquoi est-ce que c'est un problème avec le Grand Prix de Saint-Marin 82 en particulier? Peut-être se trouve-t-il dans un autre argument, comme celui que l'action était dangereuse. Eh ben ça tombe bien! Le dépassement... Et puis d'abord, le dépassement était dangereux. Attendez, ça? Ce dépassement? C'est lui le fameux dépassement déraisonnable et risqué dont vous me parlez? Bah évitez de regarder la saison 2026 alors, hein. Les batailles sur la piste entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton ou George Russell risquent de vous donner une crise cardiaque. Je sais que Gilles a invectivé son ancien copain d'avoir été dangereux sur ce coup, mais... Enfin, vous pouvez bien voir par vous-même que même pour l'époque, ce dépassement est très contrôlé et ne risquait d'emmener aucun des deux dans le décor. À vrai dire, tout ce que Didier Pironi a fait ici est de profiter de l'angle mort du mec devant lui. Selon une de ses biographies, il a en fait simplement reproduit ici un dépassement qu'il avait vécu en Formule Renault quelques années auparavant. C'est David Sedvik qui fait le parallèle dans son ouvrage, que je ne peux malheureusement pas vérifier moi-même puisqu'il est impossible de retrouver des images de courses de Formule Renault de l'époque, mais il décrit en effet un dépassement fort similaire. Je suppose que si Villeneuve n'avait pas râlé aussi fort sur ce dépassement, on n'en parlerait pas comme cela, et c'est d'ailleurs un argument assez rare dans l'histoire d'Imola 82. Si vous voulez voir des dépassements dangereux pour comparer, vous pouvez toujours voir ce que Pironi a tenté sur Niki Lauda à Monaco en 79. Un dépassement tellement risqué et tellement stupide qu'il en a traîné la réputation toute une saison durant. Même Didier lui-même n'a pas voulu se défendre, imaginez. Ou sinon, vous pouvez toujours regarder ce que Michael Schumacher a tenté sur un autre Villeneuve à Jerez en fin 97, parce que ça c'est un dépassement de con. Et là, pour le coup, le dépassement avait vraiment pour but de sortir son concurrent au titre, donc c'est du sérieux. Et j'ai envie d'ajouter autre chose, c'est qu'on commence à vraiment déplacer les plots là. On est censé parler d'une trahison ou je sais pas quoi, pas de la façon de dépasser. Depuis quand ça importe ça? Si Didier il avait fait un des petits dépassements classiques shit DRS bien Lando Norris à Zandvoort en 2024, on n'aurait rien dit? Bien sûr que non, vous aurez trouvé une façon de dire qu'il a osé le trahir avec un dépassement nul et que Gilles aurait pu jamais se faire voir à la loyale. Alors que dans les faits, si le dépassement est bien monté, au moins vous pourriez dire que Didier a mis le paquet et respecté l'intelligence comme la maîtrise de son coéquipier. Faut vous écouter des fois quand même les gens. Je croyais qu'on aimait les beaux dépassements en Formule 1, c'est pas tout ce qu'on a retenu de certaines courses des fois, Grand Prix de Belgique 2000, tout ça.
Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vraiment? Je dois débunker ça? Mais Didier, c'est un mauvais pilote! J'en voudrais éternellement à certains Britanniques pour avoir perpétué Smith, je vous jure. Cet argument est encore une fois né de l'idée simple que Didier Pironi n'aurait pas pu gagner cette course si son coéquipier n'avait pas volontairement ralenti ou respecté je ne sais quelle hiérarchie qui n'existe toujours pas. Mais cette fois, on extrapole ça encore plus que l'histoire de la trahison, ce qui est franchement absurde. Mais bon, je vais prendre l'argument en pied de la lettre et vous dire pourquoi il est immensément débile. En partie parce que je trouve ça un peu drôle. Alors, tout commence en 1972, soit 10 ans avant les événements d'Imola, quand un tout jeune pilote de 20 ans se fait remarquer au volant Elf par non seulement le jury du concours, mais aussi le team principal Ken Tyrrell et son pilote le plus connu, un certain Jackie Stewart. Ce pilote est aussi repéré par François Sever, un très grand nom du sport auto français déjà à l'époque, qui le met plus en avant que son propre frère Charles, c'est dire le niveau du bonhomme. Le nom de ce jeune homme, qui suit la voix de son cousin José, Didier Pironi. Tout ça pour vous dire que si Jackie Stewart lui-même pensait qu'il allait être un grand nom de du sport auto, avez-vous vraiment besoin que je le fasse? Et ça, bizarrement, les gens ils le mentionnent pas souvent. On dit encore merci à David Sedgwick pour avoir déterré ça pour notre championnat Never Was. Après, je peux continuer, hein, c'est toujours un plaisir. Hein. On peut parler d'une saison de Formule Renault Europe hégémonique en 1976, même si oui, il faut bien admettre que le fait d'avoir dû en faire une deuxième est pas super flatteur. On peut aussi parler du Grand Prix de Formule 3 de Monaco de 1977, à l'époque où l'épreuve a plus de prestige que n'importe quelle autre course en monoplace en dessous de la F1 en Europe. Et une victoire avec pas mal de panache, hein, d'ailleurs si vous avez envie de vous renseigner. Je vais évidemment aussi rajouter la victoire de Renault au Mans en 78, qui a demandé aux deux pilotes de maintenir en vie une boîte de vitesse craquelante dans les dernières heures de course. Et devinez qui a fait les deux derniers relais d'1h30 qui ont permis à Renault d'enfin battre Porsche, et le crack générationnel et personnage principal de Michel Vaillant et Jackie X. Un indice, malgré la logique initiale, c'était pas Jean-Pierre Josso. Bon, je simplifie, mais j'ai fait toute une autre vidéo à ce sujet, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous référer à ça ou toute autre source plus officielle que moi. C'est aussi un immense anachronisme, parce que c'est une chronique qui n'est jamais présente dans les sources de l'époque, du moins celle de bonne foi. Didier Pironi avait été décrit comme impulsif et responsable quand il s'est craché dans Lauda au GP de Monaco 79, et on a des fois remis en question son caractère, mais son talent de pilotage. Même les bouquins britanniques de récapitulatifs de la saison 79 n'auraient pas osé dire qu'il n'en avait pas, tout l'inverse même. Et même en 81, avec une saison objectivement pire, 0 podium et 6 points pour votre information, ces critiques ne sont pas beaucoup ressorties. Et vous connaissez peut-être les Britanniques en Formule 1, même Alain Prost, c'est un con sans talent pour eux parfois, alors les autres pilotes français... D'ailleurs, à mon avis, c'est en grande partie leur faute hein, si on en arrive à cette vidéo. De nos jours, certains sortent la comparaison avec Villeneuve en 81, mais ça serait oublié que le châssis de cette voiture était authentiquement mauvais, au point que Ferrari eux-mêmes ont reconnu que leur pilote avait une malchance assez impressionnante, et la voiture elle-même était presque plus proche de la motoneige que de la Formule 1. Or, Gilles Villeneuve était aussi champion du monde de motoneige, avant d'arriver en monoplace au milieu des années 70, et était plus habitué à une monoplace rugueuse, instable et glissante. En gros, ses victoires à Monaco et surtout à Jarama en 81 sont essentiellement dues à son talent à lui et un petit peu de chance dans le cas de Monaco, et Didier était simplement juste un pilote de monoplace plus typique. C'est bon? On peut reconnaître qu'il pouvait battre Gilles à la régulière? C'est quoi maintenant sur la liste? Ah, je vois qu'on a encore déplacé les poteaux d'essai. Mais Didier, prenez pas ça au sérieux! Alors, je vois d'où vient cet argument. Souvent, quand quelqu'un lance cette accusation, c'est en citant une interview de Pironi où il dit que le temps guérit les blessures, qui est une interview donnée à la télé française au lendemain de la course et qu'on retrouve dans d'autres sources. Oui, il a dit ça en effet. Cependant, je vais vous remettre un peu dans le contexte. On est littéralement le lendemain d'Imola et les deux ne se sont pas encore reparlés, en partie parce que Gilles le refusait. Il n'y a absolument rien qui indique que Gilles ne va pas finir par se calmer, qu'il doit peut-être réfléchir à ce qui s'est passé à froid, et encore moins qu'ils ne se réconcilieront jamais parce que même pas 2 semaines plus tard, l'un d'eux mourrait en qualification. Puis, vous m'excuserez, mais je vais davantage croire le mec qui était ami avec le gars de base et qui lui reproche pas de lui en vouloir, parce que oui, pour tout ce qu'on lui reproche, Didier a au pire dit qu'il ne comprenait pas pourquoi Gilles lui faisait la gueule et a même essayé d'excuser son coéquipier en avançant de possibles soucis moteurs comme lui en avait eu, que les journalistes qui ont rendu l'histoire sensationnelle. Cette accusation envers les journalistes ne sort pas de nulle part, ce n'est pas juste moi. Même les membres de Ferrari ont accusé ces journalistes d'avoir empiré le problème, notamment Marco Piccinini, qui dans le livre de 2015 sur Gilles parle des sirènes qui auraient attiré son pilote vers d'autres rochers, gênant toute tentative de le raisonner au sujet de son coéquipier, parce que cela les aurait arrangés qu'il continue de mal s'entendre avec son écurie, et donc son coéquipier. Parmi ces sirènes, il y a aussi d'autres écuries, mais les journalistes sont
plus que clairement concerné. Et puis bon, pour quelqu'un qui prenait pas ça au sérieux, Didier parle de la réaction de Gilles comme la seule tâche au tableau d'un week-end qu'il décrit sinon comme parfait. Arrêtons 30 secondes de surinterpréter ça comme « Il a pas envie d'être invectivé par les médias, il pense que Gilles allait tout lui pardonner ». Ce qui, quand j'y pense, est un peu con à lui reprocher à la base. Mais bon, on n'est plus à ça près, hein, au stade où on est en train de blâmer un mec parce qu'il veut se réconcilier avec son pote, hein. Oh, ils ont encore fait pire, c'est ça. Mais enfin, Didier, t'es un glaçon sans émotion. Le journaliste qui a écrit Driven to Destruction dans Motorsport Magazine en 2000 a de la chance que j'ai oublié son nom et que je refuse de relire son torchon diffamatoire parce que sinon je serais déjà chez lui pour lui voler ses joues. L'argument, cette fois, c'est qu'on est ici en face d'un homme sans émotion ni remords, qui est prêt à tout pour gagner et même sacrifier les autres. La base de l'argument, outre la tambouille britannique habituelle sur Imola 82, et notamment un certain Nigel Roebuck, c'est toi que je regarde, que Pironi était quelqu'un de réservé. Je crois qu'il lui reproche d'être enfermé sur lui-même, hein, une chose qu'il a lui-même admise dans certaines interviews. Alors, je vais vous apprendre un truc de fou. Des fois, les gens sont timides et ont du mal à exprimer leurs émotions en public. Et je vais aussi vous apprendre un truc de fou sur Didier Pironi. Mais ce mec était authentiquement timide, c'est pas juste qu'il le dit, même s'il le dit aussi. J'ai rarement vu quelqu'un autant fuir une caméra que lui. Le mec n'est juste pas capable d'en fixer une plus de 2 secondes. Bon, de toute façon, il suffit de voir des photos de lui pour comprendre que oui, qui l'eût cru, cet homme avait des émotions humaines. Mais comme j'ai déjà vu cet argument de con passer, je me sens obligé de le debunk pour aucune autre bonne raison. Déjà, c'est encore une fois un peu anachronique. Certes, certaines sources décrivent Didier comme quelqu'un d'assez peu expressif et très réservé, mais d'autres de la même époque vont vous l'écrire comme un petit blagueur. Et en vrai, pour un mec réservé, il avait le rire facile. Hein. Je ne peux pas vous montrer d'extrait ici parce qu'il est introuvable en ligne, mais il existe une émission spéciale d'Automoto diffusée sur TF1 en janvier 79 présentant l'équipe de France des Grands Prix, où ça se voit particulièrement. Entre autres, à un moment, Jean-Pierre Jarrier révèle accidentellement qu'il a déjà roulé à moto sans permis, c'est expliqué dans le contexte, hein, puis se rend compte qu'il vient de le faire en direct devant la France entière. Au même moment, son voisin / coéquipier Didier se pète une barre. Et ça, c'est un exemple que je peux citer, c'est sans rentrer dans le détail des interviews au sujet de Didier qui ont été faites à l'époque comme par la suite. Il est extrêmement rarement décrit comme froid. Entre nous, cet argument n'existe pas vraiment parce que Didier était comme ça. Il existe pour creuser un contraste avec Gilles, qui lui serait totalement honnête et chaleureux et gentil, le meilleur mec du monde, tout en oubliant que le dit Gilles a menti sur son âge toute sa carrière en F1, qu'il trompait sa femme avec une amante canadienne selon sa biographie de 89 qui sert encore d'ouvrage de référence, et pouvait aussi être de mauvaise foi. Si Didier Pironi est un glaçon sans émotion, alors c'est plus facile d'en faire le méchant de l'histoire, tout simplement. Parce que c'est ça, hein, ce que vous vouliez faire. Au lieu de voir cette situation comme un quiproquo entre deux coéquipiers et amis qui ont interprété un panneau de façon différente, et que l'un d'eux a possiblement eu son ego de froissé en citer son propre fils encore en 2022, c'est plus facile, plus romanesque d'avoir un gentil et un méchant. Et bon Dieu qu'il n'y a personne de meilleur à ça qu'une certaine veuve qui en profite quand même. Mais leur amitié, elle était unilatérale. Ok, j'étais pas obligé d'accord celui-là. Mais l'argument est tellement absurde et donc tellement hilarant que j'étais finalement un peu obligé de quand même. Il vient d'une interview québécoise de 2025 de Johan et Mélanie Villeneuve au sujet de Gilles. Je dois bien admettre que Pénélope, la journaliste menant l'interview, était assez drôle parce qu'elle a essayé d'arracher de Johan des propos au sujet de la relation de son mari et de son coéquipier, le tout formulé d'une façon où tu as l'impression qu'elle aussi adhère à ma théorie du complot. Elle avance dans cette interview que si Gilles ressentait une amitié authentique pour Didier, l'inverse n'était pas réciproque. Oui. Quand on la questionne sur cette logique, qui n'en est pas vraiment une, elle avance l'argument absolument pas réchauffé et vieux de 40 ans que un ami ne ferait pas ça au sujet d'Imola 82. Et c'est tout. Il n'y a pas plus d'arguments que ça avancé par Johan, qui se contente de dire ce qui pourrait très bien juste être un quiproquo malheureux depuis le début, est une preuve que Didier s'en foutait de Gilles et qu'en fait il voulait juste le trahir depuis le début. Est-ce que j'ai besoin de dire que cet argument est stupide? Il est vachement récent d'ailleurs, Johan semble l'avoir inventé en cette décennie, puisqu'il n'est même pas trouvable dans le documentaire de 2022 de Sky Sports. Et encore une fois, on parle d'une course au début de saison qui ne déciderait jamais du championnat du monde à ce moment-là, et n'a pas décidé du championnat dans les faits non plus. Sans rapport, promis juré craché, voici une fraction du documentaire Formule Villeneuve. Et je pense que vous devriez comprendre pourquoi ce que nous raconte Johan ici est purement et simplement n'importe quoi. Rester un bon pilote, pour être un bon pilote, il est bien de situer la peur, je veux dire, ou l'appréhension, vous appelez ça comme vous voulez, exactement à la limite de la voiture. C'est-à-dire, notre métier est la recherche de la limite permanente, et c'est bien que pour ne pas dépasser cette limite,
la peur édifie un mur qui nous fasse rester sur la piste et qui nous fasse rester en vie. Mais je crois que la peur, Gilles la ressentait aussi, comme moi, je veux dire, comme tous les pilotes, mais simplement il savait plus que les autres peut-être cacher ce sentiment. Je veux dire, on a fait des tas de conneries tous les deux ensemble. On a fait des voyages en Italie, dont je me souviens très bien, en voiture, où il était question évidemment de faire des paris, des défis. C'était celui qui resterait le plus longtemps à fond, sans lever le pied, sans freiner sur l'autoroute avec une Ferrari, donc à 270 ou à 280. Et on chronométrait. Et celui qui restait le plus long laps de temps à fond gagnait. Il gagnait quoi? Rien, mais il gagnait d'avoir été plus fort que l'autre ou d'avoir été plus adroit, ou je ne sais pas. Mais ce sentiment de peur sur le visage de Gilles, lorsqu'il était passager à côté de moi et qu'on faisait ces paris stupides mais ô combien agréables et dont je me souviens avec beaucoup d'émotion aujourd'hui, je l'ai rarement vu. Je veux dire, il savait très bien, je savais qu'il avait peur parce qu'on en parlait après et je savais exactement ce qu'il ressentait. On avait les mêmes sensations au même moment, ou à peu près, mais sur le moment, il savait rester froidement imperturbable, et je crois que c'est ce qui fait son image de quelqu'un qui n'a jamais connu la peur. Quoi encore? Non, sérieusement? Mais le mariage? Non, on s'en fout, je vais même pas en parler parce qu'on s'en bat les couilles. Et puis de toute façon, selon Alan Delaplante, un ami journaliste des Villeneuve, un vrai cette fois, qui lui n'a aucune raison d'inventer des trucs de ce genre, contrairement à Johan, parce que c'est ta faute, ils avaient bien reçu une invitation à ce mariage qui n'a de toute façon duré que quelques mois. C'est la seule chose que je vais en dire à ce sujet, parce qu'un mariage n'a rien à voir avec un Grand Prix de Formule 1. Cela dit, j'ai enfin l'occasion d'expliquer mon hostilité envers la personne qui a rendu ce non-argument si populaire. Je veux évidemment parler de la seule, l'unique, heureusement, Johan Villeneuve. Vous avez sans aucun doute remarqué que j'étais particulièrement hostile envers deux types de personnes. Les journalistes britanniques, qui dominent l'historiographie de la Formule 1 que je le veuille ou non, et qu'ils aient tort ou non, et les veuves de Gilles Villeneuve. J'ai déjà brièvement expliqué mon problème avec ces derniers, mais pour détailler un peu plus, le principal souci est une certaine francophobie qui ne touche pas que Didier Pironi, mais qui se voit surtout avec lui. A vrai dire, vous la retrouvez aussi parce que l'histoire de la F1 comme on l'a actuellement mentionne à peine des pilotes pourtant emblématiques des années 70-80 comme Jacques Lafitte, Jean-Pierre Jabouille ou Patrick Depailler. René Arnoux y échappe un peu plus, mais c'est par son charme d'oiseau ou de chat ou de hamster sous coke. Et Patrick Tambay est beau et riche et donc tout le monde le kiffait. Et il a vécu aux États-Unis un moment, donc je soupçonne. Là, ça l'a aidé à ne pas se faire démonter. Certes, tous les pays sont biaisés envers leurs pilotes. Canal+ est un bon exemple de ça, parce que les pilotes francophones se font saucer qu'ils le méritent ou non, selon les cas. Le problème est surtout que ce point de vue britannique, extrêmement biaisé, est pris comme vérité objective par une F1 officielle anglophone et encore en majorité influencée par le point de vue britannique, qui est le plus bruyant et le plus facile d'accès. Cette influence a fini par se répandre dans le pays avec leur propre historiographie de la F1, y compris nous les Français. L'autre souci, c'est que les journalistes britanniques appréciaient particulièrement Gilles Villeneuve, notamment Nigel Roebuck, qui était un ami à lui, et que je cite depuis tout à l'heure, ou un autre connard, mec, appelé Peter Windsor, qui adore lui cirer les pompes, mais dont j'ignore si c'était un véritable ami de Gilles, ou s'il faisait partie des sirènes, les faux amis dont Sedgwick mentionne l'existence dans Much Ado About Nothing, ces journalistes qui se prétendaient soudainement proches de Gilles après sa mort, mais qui étaient quasiment absents avant ça. Et d'ailleurs, dans le cas de Windsor, ça a l'air d'être particulièrement le cas, puisque ce mec se disait d'abord fan de Gilles Villeneuve. Ah, ça craint pas du tout, Ces avis très biaisés ne sont malheureusement pas reconnus comme tels, et se sont donc répandus comme vérité incontestable au lieu de ce qu'ils étaient, des opinions. Cela dit, la reine de ce phénomène est possiblement la témoin la plus problématique de toute cette histoire, qui pourtant n'est jamais remise en question, n'est pas britannique. Non, elle est canadienne, elle est très présente, et je ne comprends pas pourquoi on l'écoute autant. Rassurez-vous, j'ai extrêmement peur d'être misogyne en faisant cette section. On a beaucoup entendu Johan Villeneuve, surtout depuis le début des années 90 au sujet de son défunt mari. Elle apparaît notamment dans la biographie de Gerald Donaldson de 1989, qui est toujours ouvrage de référence. Elle est le seul point de vue dans un autre livre appelé La Saga Villeneuve, au sujet à la fois de Gilles et Jacques, écrit par Martine Camus et publié en 2007 au Québec. Un livre étrangement vide par rapport à certains de ses autres ouvrages au sujet d'autres pilotes, notamment La Flèche Brisée. Vous savez qui est celui au sujet de Didier Pironi. Et entre 1989 et 2007, il y a déjà des choses qui commencent à coincer.
Parce que mon gros problème avec la confiance qu'on a accordée à Johanne, au point où on la laisse dire que Didier Pironi est un traître simplement parce qu'elle ne le sentait pas intuition féminine et qu'elle savait exactement ce que ressentait Gilles, c'est qu'elle se contredit sans arrêt, et des fois, ce qu'elle dit est factuellement faux. Dans la saga Villeneuve, par exemple, Johanne nous raconte que Gilles était un mari très jaloux et possessif, au point où il l'empêchait de se faire des amis dans le paddock et qu'il interdisait de porter des talons. Alors je sais, ça paraît bizarre mentionné comme ça, mais laissez-moi expliquer. Quand Johanne dit qu'elle n'avait pas le droit de porter de talons, les talons en question, elle les porte clairement dans des photos des années 70 aux années 80. Et ces fameux amis qui n'existent pas, malgré le fait que Johanne était une amie avec les Schechter, que ce soit Pam ou Yodi. Et elle était aussi assez proche de Patrick Tambay pour être toute souriante dans une voiture avec lui sur une photo précédant la mort de son mari. Ça ne veut pas dire que Gilles n'était pas un mari de merde, parce qu'il en était un, on va pas se mentir. Mais vous voyez ce que je veux dire quand je dis que je ne comprends pas pourquoi on lui accorde aveuglément confiance. Je veux bien que ce soit la veuve de Gilles Villeneuve, hein, et qu'elle le connaissait sans doute d'une façon plus intime que la majorité, si ce n'est que le reste du monde. Mais vous voyez bien qu'il y a des trucs qui clochent. Et un témoin qui se contredit n'est pas une bonne source, encore moins une à prendre sans passette. Et pourtant, nous voici en 2026. Et Johanne est dans tous les trucs au sujet de son mari qui ne soit pas spécifiquement un documentaire sur Canal+. À la place, on a son fils, mais étrangement, pour une fois, Jacques Villeneuve n'est pas cause à problème. Ouais, pour que je me dise ça, c'est que ça doit... Ouais, on a des... Ouais. Non, mais vraiment. Et d'ailleurs, le témoignage de Jacques est fascinant, en plus d'être infiniment plus constant et donc fiable que les contradictions constantes de sa mère, qui en 89 dit que sa relation à Gilles était logiquement tendue et qu'elle s'est engueulée avec lui quand il a vendu la maison sans lui demander son avis pour financer une saison de Formule Atlantique, mais qui en 2007 dit que c'était leur passion à tous les deux et qu'elle s'en fichait des choses matérielles. Johanne, enfin, pas besoin de mentir, le mec était déjà un con quand il a vendu la maison, enfin, bref. Alors pourquoi est-ce qu'on écoute autant Johanne si pour moi c'est impossible de lui faire autant confiance que ça sans jamais la remettre en question ou au moins vérifier si quelqu'un d'autre a pas dit pareil? En premier lieu, et je parle d'expérience, c'est que vous n'avez pas envie de remettre en question la veuve de quelqu'un parce que ça serait cruel. Et c'est pour ça que je remettrai pas en question ce qu'elle dit en 89 ou même en 83 dans Formule Villeneuve. Il n'y a que pas de contradiction majeure avec les faits ou l'interview d'autres personnes, du moins très peu de ce que j'ai vu. C'est simplement traiter un témoin censé être privilégié comme tel, et donc je ne peux pas blâmer les gens qui m'en voudront forcément pour cette partie, vu que j'y suis particulièrement invectif. Le souci pour moi c'est pas ça, c'est qu'on entend autant Johanne parce qu'elle sait ce qu'on attend d'elle, surtout depuis ces dernières décennies. Les journalistes qui font semblant d'avoir été des amis de Gilles comme Peter Windsor, qui comme par hasard apparaît uniquement dans la partie sur Imola 82 dans le documentaire de 2022, apprécient particulièrement qu'elle veuille bien mettre en avant Gilles de la façon dont ils le font, gommant de plus en plus les défauts de son défunt mari. Enfin, quand elle est pas occupée à l'insulter à moitié dans sa collaboration avec Martine Camus, souvent pour se mettre en valeur, elle, je trouve. Mais comme ce livre a été oublié par le temps et été écrit en français, il ne compte pas dans l'historiographie horriblement incomplète de la vie de Gilles Villeneuve et de tous les sujets qui y sont liés. Ben oui, ça aide que Johanne parle parfaitement anglais. Les sources en français s'appuient un peu moins sur elle, quand ce n'est pas elle qui les a écrits. Oui, elle a écrit sa propre biographie sur Gilles. Et vous remarquerez que je l'ai jamais cité une seule fois parce que c'est pour moi impossible de prendre au sérieux une source où l'autrice dit que son mari l'interdisait de porter des talons dans un livre où ensuite il y a une photo de l'autrice portant des talons alors qu'elle accompagne son mari sur les circuits. Il va falloir m'expliquer, Johanne. J'ai besoin de savoir ce qui est vrai de ce qui est une version post-décès ou une version romantisée d'un vrai élément, ma vieille. C'est peut-être aussi pour ça que Johanne semble aussi souvent oublier de nous mentionner que Gilles et elle ne s'entendaient plus du tout en 1982 avant Imola. Jacques lui-même rapporte dans le documentaire 2022 que son père n'était jamais à la maison, et que quand il était là, il allait tout de suite dans son garage dans les années 80. Gilles avait demandé à son avocat de commencer à réfléchir à un divorce. Tout ça, on le trouve dans la biographie de Gerald Donaldson, ou dans les divers documentaires auxquels Jacques a participé, que ça soit 2019 ou 2022. Or, Johanne prétend aussi qu'elle savait exactement ce que pensait Gilles, ce qui l'aide bien quand elle est interrogée à son sujet. On nous présente aussi que c'est une bonne chose qu'ils se soient rapprochés après Imola, comme si... les gars, je sais pas si vous vous rendez compte que c'est un peu gay si vous supposez que Didier est la raison pour laquelle les deux ne s'entendaient plus et que la trahison les a nouveau réunis. Et si ça vous dérange, tant mieux parce que ça reste plus crédible que votre idée. Et encore, c'est fou pour moi de dire qu'on se fie autant à l'opinion de Johanne sur Didier quand elle-même n'est pas foutue de vous dire pourquoi elle l'aimait pas à part intuition féminine et la version la plus extrême possible de la théorie de la trahison. Encore une fois, il y a que moi, je suis en train de devenir fou ou... Et en conclusion ? La vraie question à propos d'Imola 82 est comment on en est arrivé à ce que je me sente obligé d'essayer de fact-check des arguments vieux de 40 ans et qui, pour moi, n'ont jamais tenu la route plus de 30 secondes de réflexion. Surtout quand la logique de ces arguments ne semble s'appliquer à aucun autre cas similaire, encore plus tranché que cela. L'exemple numéro 1 de ça est de la même saison, au Grand Prix de France, quand René Arnoux a ouvertement bafoué les ordres d'inverser les positions avec Alain Prost. La stratégie avait été établie avant la course. Arnoux lui-même ne s'en était pas caché,
et elle était basée sur le fait que Prost était devant lui au classement pilote et pouvait encore prétendre au titre derrière John Watson et Didier Pironi à la tête du classement. Et pour cela, d'ailleurs, la voiture de Arnoux avait été programmée comme un lièvre avec un turbo plus efficace que celui de Prost, et si jamais l'écurie était en situation de doubler, il devait rendre la place à son coéquipier. Cependant, quand Prost a râlé à ce sujet parce que Arnoux ne lui a jamais donné la première place, c'est sur lui que tout le monde est tombé, et pas Arnoux. Pourquoi ? Parce que Renault, finalement, ils s'en foutaient de leurs ordres d'inverser les positions et que Prost, moins populaire que son coéquipier, a été vu comme un mauvais perdant. Il suffit de voir les courriers de l'époque pour voir que sa réaction a été extrêmement mal vue par les amateurs de Formule 1. C'est d'autant plus stupide pour moi qu'on accorde autant d'importance aux supposés ordres à Imola quand les ordres d'écurie sont sinon toujours décriés. Il suffit de voir la France 82 ou le fameux épisode de Radio Todd au Grand Prix de Hongrie 2002, 2 décennies plus tard, quand Jean Todt a demandé à Rubens Barrichello de donner la victoire à son coéquipier Michael Schumacher à quelques centaines de mètres de l'arrivée pour lui donner des points au classement. Pour comprendre que normalement personne n'aime les ordres d'écurie. Alors pourquoi est-ce que Saint-Marin 82 serait l'exception, sachant que les ordres sont beaucoup plus vagues que ceux de Radio Todd ? La popularité. C'est juste une question de popularité. D'un côté, Gilles Villeneuve, un des pilotes les plus déifiés en Formule 1 après Ayrton Senna, coqueluche des Italiens et des Canadiens de son vivant et des Britanniques depuis sa mort, auquel je ne sais combien de journalistes à la Peter Windsor s'inventent une proximité quand ils n'ont jamais été plus que des fans qui lui ont parlé 3-4 fois, mais qu'on écoute comme s'ils étaient véritablement des sources crédibles. De l'autre côté, Didier Pironi, jamais complètement pris au sérieux par les Italiens, assez incompris par son caractère réservé, et seulement vraiment respecté en France. Et encore, oui, c'est toi que je regarde, Auto Hebdo spécial Gilles Villeneuve de 2022 qui crache sur ne serait-ce qu'un article au sujet de Didier de 2017. Le combat était presque perdu d'avance. Ce qui a tout cristallisé, c'est la mort de Gilles à Zolder 2 semaines plus tard, puisque le récit de la trahison allait à jamais rester le dernier échange entre les deux hommes. On a des témoignages contradictoires sur les 2 semaines qui ont séparé les Grands Prix de Saint-Marin et de Belgique, allant du fait que Gilles avait une obsession avec ce qui s'était passé à Imola et ne pouvait penser qu'à ça, à Alan Delaplante qui dit que Gilles passait son temps à lui yapper dessus à propos de son hélicoptère et que ça commençait à lui casser les couilles. Le fait est que ça ne concerne pas directement Imola. Et le premier que je vois me sortir que Didier Pironi est responsable de la mort de Gilles Villeneuve, lui, je vais aller lui voler ses putains de genoux! Gilles, comme moi, étaient tout à fait conscients des risques et je crois qu'il avait un petit peu le même sentiment. Je le sais parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Il avait un peu le même sentiment que moi, en disant je monte dans cette voiture-là, mais on est à la merci de beaucoup de choses et notre vie tient à très peu de choses, je veux dire, quand on fait ce métier-là.